Ben, bonjour à toutes et à tous, hein, et à ceux que j'aperçois, en sachant que de toute façon, j'ai prévu un support, hein, qui vous sera d'ailleurs envoyé ensuite, hein. Donc, pour ceux qui envisageaient de prendre des notes, ça ne vous empêche pas de prendre des notes, mais sachez que vous aurez le support, hein. Donc, comme l'a dit Christina, je suis chargé de mission inclusion pour l'ensemble des écoles du réseau. J'ai déjà fait cette conférence pour vos collègues de Paris, hein. J'en ai fait aussi une pour vos collègues de Lyon l'année dernière. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de vous sensibiliser sur des dimensions sociétales, essentiellement, hein, sachant que dans le cadre de mes fonctions en tant que chargé de mission inclusion, je travaille sur la communication, la sensibilisation et l'accompagnement sur l'ensemble des thématiques qui sont liées avec la discrimination et plus particulièrement les problématiques de cyberharcèlement, cyberviolence, les problématiques de sexisme, notamment sexisme ordinaire, sexisme en entreprise, et toutes les logiques de consentement. Mais je travaille aussi sur les logiques d'identité de genre et toutes les thématiques, hein. Donc vous verrez notamment que en termes de discrimination, on a en France un cadre légal assez précis que je vais vous présenter. Donc on est sur une logique globale d'information et vous êtes toutes et toutes destinées à avoir des postes de management, d'encadrement sur les années à venir. Et ces logiques notamment de management inclusif, elles sont essentielles dans notre logique aujourd'hui d'enseignement et de montée en compétences, hein. Et d'ailleurs, on fait pour les nouveaux managers un module maintenant qui s'appelle manager et recruter sans discriminer, qui est d'ailleurs euh, assez intéressant par rapport à ces problématiques. Donc, je vais vous partager mon écran et puis on va attaquer. Alors, juste un dernier point. J'ai été, moi, pendant 15 ans intervenant, hein, sur une des écoles du réseau. Donc, si vous avez des questions, deux possibilités, je ferai à un moment, à la fin de la première partie, j'aurai un petit slide où on pourra faire une mini pause pour savoir si vous avez des questions sur cette première partie, mais autrement, on pourra tout à fait échanger pour ceux et celles qui le souhaitent à la fin de la présentation. Alors, hop, un petit partage. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Oui, c'est bon. On est bon, on est bien sur le bon campus, on est bien à la bonne date, hein. Donc là, celui-ci va aller assez vite, hein. Ça, c'était avant que je change de lunettes. Hop là. Alors, en vérité, la base de la réflexion, et je pense que vous ne le voyez pas forcément très souvent, c'est toutes ces notions de discrimination et d'inclusion, elles sont inscrites dans notre manifeste. Ce manifeste, il est partagé par l'ensemble des écoles. Et ce que j'ai mis en avant, c'est notre phrase de conclusion, hein. Nous souhaitons avoir un réel impact sociétal en contribuant à créer un monde plus solidaire et plus inclusif. Donc là, on est en lien direct avec la formation d'ailleurs que vous avez décidé de faire, hein, puisque au niveau de l'ILERI, il y a cette dimension relations internationales et cette dimension sociétale qui est importante. Donc, on tient, nous, en termes de montée en compétences, et notamment au niveau des premières années, d'aborder un certain nombre de thématiques sociétales qui ne sont pas forcément abordées dans le cadre des supports pédagogiques en tant que tels, hein. Donc cette dimension solidaire et inclusive, elle passe par un élément essentiel, c'est la logique d'une société, si possible, la moins discriminante possible. Et ces logiques de discrimination, elles sont malheureusement encore extrêmement présentes dans pas mal de situations. Donc, l'idée, en vérité, avec vous, c'est de faire un point sur qu'est-ce qu'on appelle la discrimination et donc comment elle est tout simplement encadrée légalement, hein, puisque on est sur un terme qui est assez générique
Et des fois, on a tendance à dire, bah, là, j'ai été discriminé, etc., etc., ou cette situation, elle est discriminante. Et en vérité, pour qu'on ait derrière un cadre juridique qui soit stable et uniforme pour tout le monde, il y a un cadre très spécifique, hein, qui est basé sur 25 critères que je vais vous présenter. Certains vont peut-être vous surprendre, certains sont plus ou moins présents au quotidien, hein, mais on est vraiment sur quelque chose d'assez précis, en tout cas lorsqu'on est sur une logique légale de cette approche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est à 25 critères et que ces critères, ils évoluent dans le temps. Si vous faisiez des recherches sur Internet, vous pourriez trouver des tableaux d'il y a 5 ans ou 10 ans dans lesquels on parle de 23 ou 24 critères de discrimination. Euh, Aujourd'hui, on est à 25 critères. Pourquoi? Parce qu'on adapte justement ces critères de discrimination en fonction des évolutions sociétales, hein. Il y a un certain nombre d'évolutions sociétales qui font que des choses qui étaient considérées comme supportables il y a quelques années sont aujourd'hui considérés comme étant des comportements discriminants, notamment sur les problématiques de genre, qui est le dernier critère qui a été intégré dans le tableau que je vais vous montrer sur les 25 critères. D'autre part, on a encore une vraie problématique de discrimination et notamment de sexisme, hein. C'est pour ça qu'ensuite on enchaînera sur le sexisme, qu'on appelle le sexisme ordinaire, dans les entreprises et dans les relations de travail. Donc, l'objectif, justement, il est double. C'est à la fois de connaître de manière plus exhaustive ce qu'est la discrimination et ce que sont des comportements sexistes pour éviter nous-mêmes d'avoir ce type de comportement. Et d'autre part, connaître justement le cadre légal pour savoir à quel moment on peut réagir par rapport à ça et quelles sont les voies de recours, quels sont les moyens aujourd'hui pour se défendre et très clairement pouvoir dire attention, là vous êtes en train d'avoir un comportement discriminant et de savoir ce que l'on risque par rapport à ce type de comportement. Et ce qu'on se rend compte quand même, c'est que la discrimination, c'est parfois la première étape vers des dérives sexistes qui mènent elles-mêmes vers ce qu'on appelle les VSS, hein, les violences sexistes et sexuelles. C'est pour ça que je referai un petit zoom sur le consentement, hein, sachant que vous verrez, je la mettrai en pièce jointe quand j'enverrai les éléments à Christina. Il y a une étude qui sort tous les 2 ans sur harcèlement et discrimination VSS dans l'enseignement supérieur. Et vous verrez que quand on voit les chiffres, c'est encore assez inquiétant. Et notamment, il s'avère que pas mal de comportements sexistes et de VSS ont lieu pendant les semaines d'intégration. C'est pour ça que, avec Christina et un certain nombre de responsables de marque, on souhaitait aborder ces thèmes-là dès la première année, tout simplement parce qu'on est là aussi pour faire de l'information, de la formation et de la prévention par rapport à tout ça. Donc, petite définition, hein, discrimination. Vous voyez que j'ai écrit gros, comme ça au moins, pour que vous puissiez lire, hein. La discrimination, c'est une action, une décision qui a pour effet de traiter de manière négative, hein. Parfois, on confond la discrimination en disant j'ai été traité de manière différente. On a le droit de traiter des personnes de manière différente par rapport à un certain nombre de critères. Quand vous allez, par exemple, je ne sais pas, moi, dans un parc d'attractions, vous allez avoir des attractions qui ne sont pas autorisées aux personnes de moins d'1,60 m ou de moins d'1,50 m. Ça, c'est pas de la discrimination, c'est de la sécurité par rapport à un danger éventuel, etc. Donc, si j'ai 12 ans et que je fais 1,40 m et que je ne peux pas rentrer sur telle animation parce que c'est interdit au moins d'1,50 m, je ne vais pas dire j'ai été discriminé, hein. Par contre, quelqu'un qui veut aller en boîte de nuit et qu'on ne laisse pas rentrer parce que le videur a décidé que cette personne ne rentrait pas sans raison valable, là, on peut être sur une logique de discrimination. Ou
quelqu'un qui ne va pas obtenir un logement parce il habite dans tel département, etc., etc. Là, on sera sur un traitement négatif, donc non égalitaire. Et là, il y a donc un certain nombre de critères, hein, donc l'origine, le sexe, l'âge, la défiance, etc. Pareil, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le droit de refuser un prêt bancaire à une personne sous prétexte qu'elle a 63 ans et qu'elle va bientôt être à la retraite. On peut refuser un prêt bancaire à une personne de 63 ans si ses revenus ne sont pas cohérents avec la somme empruntée. Mais on n'a pas le droit de dire je ne vous prête pas cet argent parce que vous allez être à la retraite dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, pour justement bien cadrer ces notions de discrimination, on a aujourd'hui une loi qui définit de manière très claire les situations dans lesquelles on peut revendiquer officiellement le fait d'avoir subi justement un élément discriminant. Donc on a aujourd'hui 25 critères. Alors c'est écrit un peu petit, mais je vous ai fait la liste derrière de manière plus globale. Alors j'ai mis en rouge ceux qui étaient aujourd'hui les plus souvent remontés dans les enquêtes et les différentes études qui sont faites, hein. Historiquement, bah, la principale discrimination, elle est liée au sexe, notamment dans le domaine professionnel, hein. La deuxième, elle est liée au handicap. La troisième, elle est liée aux origines, notamment dans l'accès au logement, hein. Et après, on a des critères qui montent en puissance et qui sont plus récents par rapport à la notion de religion, d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Typiquement, ces deux nouveaux critères n'existaient pas il y a encore 5 ou 6 ans, hein, et on a considéré, par rapport aux évolutions sociétales, que ça devenait des critères qui généraient aujourd'hui de la discrimination, hein. Donc, là, on est sur quelque chose qui est assez intéressant sur l'aspect légal, c'est que ces critères évoluent justement en fonction de la société, etc., et des attentes. Ah, je vois qu'on a une personne qu'on a du mal à faire rentrer. Hein, je vois que ça fait plusieurs fois qu'elle apparaît. Je l'ai accepté quelques fois, mais je pense qu'il y a un problème de connexion. D'accord, hein, À chaque fois, je l'accepte, mais ça n'aboutit pas. voilà, hein. Donc là, j'ai complété la définition, hein, puisque la notion de discrimination, c'est une notion qui est liée à l'individu, hein. Donc c'est une situation dans laquelle l'individu va être distingué de manière à l'exclure ou la préférer en raison de caractéristiques personnelles. En disant, eh ben, alors, je reviendrai souvent sur l'exemple du logement, parce que c'est une des situations les plus courantes en termes de discrimination. De dire, eh ben, à revenu équivalent, je vais accorder cet appartement à telle personne parce qu'elle habite dans tel arrondissement de Paris, et je ne vais pas retenir telle personne parce qu'elle habite dans le 92, dans le 93, etc., etc. Donc, ces 25 critères, ils correspondent à des définitions qu'on va regarder ensemble. Et aujourd'hui, les deux situations sur lesquelles on a le plus de retours d'éléments de discrimination, c'est dans dans le secteur du travail, et notamment de l'embauche, hein. Là, c'est une campagne qui avait été faite par le gouvernement il y a quelques années. Et puis, dans l'accès au logement, hein. Même si aujourd'hui, l'accès au logement pour les personnes handicapées, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce sont les deux situations où on est le plus souvent, statistiquement parlant, le plus souvent victime de discrimination. Alors, certains critères peuvent paraître pas toujours évidents, donc c'est pour ça que je vais revenir sur euh, ces critères, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, aujourd'hui, ces 25 critères sont pratiquement communs à tous les pays d'Europe. Par contre, cette logique de discrimination, elle est très culturelle. Donc vous allez avoir des logiques
de discrimination qui vont être très différentes selon les cultures, selon les continents, selon les religions, hein. Donc là, on est sur 25 critères qui sont ceux appliqués actuellement en France et qui sont globalement partagés sur l'essentiel des textes européens. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de l'âge, hein. Euh, alors, ça peut être sur un crédit à la consommation, ça peut être sur une problématique de promotion dans une société, où à partir d'un certain âge, eh ben, on va pas prendre la peine de promouvoir une personne de 55 ans en disant bah, globalement, de toute façon, sa carrière est derrière lui et on va, même s'il est très compétent, on va plutôt proposer la promotion à quelqu'un de plus jeune, quitte à le former, etc., hein. Alors, le critère lié au sexe, hein, le fameux plafond de verre sur les rémunérations, le fait aussi, par exemple, de ne pas donner la même augmentation dans le même service à deux personnes qui ont exactement la même fiche de poste, mais parce que l'un est un homme et l'autre est une femme. Donc là, on est typiquement sur des comportements discriminatoires. La notion d'origine, hein, je ne vais pas embaucher quelqu'un par rapport à des origines maghrébines ou asiatiques ou autres, etc., etc., hein. Et ça, c'est aussi lié à la notion d'appartenance ou de non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race. C'est-à-dire que on ne va pas se baser au final réellement sur la logique d'origine, mais sur la logique de race prétendue et du coup de stéréotypes. Hein, en disant, eh ben, je vais pas embaucher, ou je vais embaucher justement plutôt des gens issus de pays d'Asie parce qu'ils sont très précis, ceci, cela. Oh, ben, je vais pas embaucher des gens issus de l'Afrique noire parce qu'ils seront jamais à l'heure, etc., etc. Donc très souvent, la discrimination, elle est basée sur des stéréotypes. Et l'objectif pour lutter contre la discrimination, c'est aussi d'aller casser un certain nombre de stéréotypes et d'idées préconçues, ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'on a pu être éduqué avec un certain nombre de stéréotypes qui restent gravés dans notre esprit, sur lesquels il n'est pas toujours facile de lutter, hein. Même chose pour la religion, pardon, je suis allé un peu vite avec ma souris, hein, sur la prétendue croyance ou appartenance à telle ou telle religion qui va faire qu'on va refuser l'accès à une salle de sport ou à une piscine, ou on va pas embaucher telle personne dans tel service, etc., etc., hein. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on est très régulièrement interpellé, hein. Ce critère peut paraître un peu bizarre tout d'un coup au milieu de ces 25 critères, mais la notion de grossesse, le fait de ne pas retrouver son poste à son retour de congé maternité, ou de ne pas bénéficier des augmentations qui ont été accordées aux personnes qui avaient le même poste, hein. Le fait de ne pas avoir de promotion par rapport à votre âge en disant « Ouh là là, elle, je ne vais pas lui faire une promotion parce qu'elle n'a pas encore d'enfant et à tous les coups, euh, entre parenthèses, remarque sexiste, elle va nous faire le coup dans les mois ou les années qui viennent, etc., etc., hein. Donc là, typiquement, on est sur des critères qui sont très spécifiques au monde du travail et sur lesquels, eh ben, malheureusement, il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus, hein. Et d'ailleurs, maintenant, il y a un indice obligatoire en France sur l'égalité homme-femme avec toute une série de critères. Et cet indice égalité homme-femme, les entreprises sont obligées de l'afficher sur un certain nombre de documents et notamment sur leurs documents Internet. Et si vous allez sur les sites de nos différentes marques, vous voyez derrière moi, j'ai un très joli fond d'écran avec toutes les marques, hein, vous verrez qu'on indique les indices pour toutes les marques. Et notamment, ces indices sont basés sur le nombre de femmes dans le conseil de direction, la répartition hommes-femmes dans les différents services, l'égalité salariale, euh, le nombre de femmes aussi dans les CODIR, hein. Et par exemple, chez nous, on a un CODIR au niveau du réseau global, toutes les écoles confondues, où il y a 10 personnes.
Et aujourd'hui, on a 11 personnes, excusez-moi, et on a 5 femmes et 6 hommes. Donc on est plutôt proche de l'équilibre, ce qui n'est pas souvent le cas sur les CODIR ou les structures dirigeantes. L'état de santé aussi, de dire, eh ben, je ne vais pas donner de promotion, je ne vais pas renouveler un CDD parce que cette personne a été malade, ou je ne vais pas accorder de promotion à cette personne parce que elle a été ces derniers temps plus absente que ses collègues, etc., etc. Hein. Alors, la problématique sur laquelle je reviendrai, et je tiens en compte de certain nombre de réactions, c'est dire, OK, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour démontrer que la limite aujourd'hui de la loi française, c'est la charge de la preuve. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Hein. Un des critères, c'est la notion de handicap. Hein, ben, on va justement refuser l'inscription à une sortie d'école ou dans une école d'enseignement supérieur en raison du handicap. Donc là-dessus, ben, il y a des lois très précises aujourd'hui qui existent et qui d'ailleurs expliquent que c'est l'environnement qui doit s'adapter à la personne et non pas la personne qui doit s'adapter à l'environnement. Donc là, il y a eu pas mal de choses. La loi date de 2005, donc on va fêter les 20 ans de cette loi, qui est une loi sur l'inclusion et l'accès justement à la compétence et à l'enseignement des personnes en situation de handicap. Sachant que, sans rentrer dans le détail, il faut savoir que aujourd'hui, il y a 80% des handicaps qui sont des handicaps invisibles. Quand on parle de handicap, on a souvent justement les idées préconçues, le stéréotype du fauteuil roulant, etc., etc. Ça, c'est relativement marginal. Aujourd'hui, une grosse partie des handicaps sont des handicaps psychiques. Hein, les troubles 10, les TDAH, etc., les troubles de la sphère autistique. Et aujourd'hui, on a tout à fait les moyens de s'organiser pour permettre aux personnes atteintes de différentes pathologies de faire des études dans de bonnes conditions, etc. Nouveau critère qui a été intégré ces dernières années, les discriminations en lien avec l'orientation sexuelle. Hein. On a eu des cas assez nombreux où on a refusé de louer par exemple une salle pour un mariage homosexuel, un certain nombre de situations de ce type-là. Hein. Identité de genre, même combat. Hein. Là, critère qui est rentré récemment. Hein. Le fait, par exemple, de refuser de changer le nom sur un diplôme pour une personne transgenre ou le refuser de mettre son nouveau nom d'usage sur une fiche de paye ou son nouveau nom d'usage sur sa carte bancaire, etc. Donc aujourd'hui, les textes sont assez précis, hein, et notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Sur la manière dont on doit répondre aux demandes sur l'identité de genre. Après, on a des choses plus marginales, opinion politique. Ben là, typiquement, refuser de louer une salle en raison des opinions politiques de la personne pour un colloque, un séminaire, etc. Activité syndicale, le fait de ne pas proposer de promotion d'augmentation de salaire. Alors, l'augmentation de salaire, c'est difficile, mais de promotion à une personne parce que justement, elle est membre du CSE ou parce que elle est syndiquée, etc., etc. Euh, il y a pas mal de choses assez classiques euh, où ça devient un peu un levier de pression euh, dans certaines entreprises en disant bah, tiens, personne se présente aux élections, etc. Ben oui, on dit ben, on se présente pas parce qu'on sait que si on est délégué syndical et qu'on choisit tous les tel ou tel syndicat, on sera un peu barré en termes de promotion ou inversement. Il y a eu un scandale assez retentissant chez une ville voisine de votre campus, hein, Marseille pour ne pas la citer, où dans certains services municipaux, si on n'était pas syndiqué et membre de tel syndicat, eh ben, on n'avait quasiment jamais de promotion. Donc là, c'était de la discrimination inversée, où on vous disait, ben voilà, si tu veux faire carrière, etc., dans ce service, tu as intérêt à être sur tel syndicat, parce qu'autrement, de toute façon, tu ne seras pas soutenu en termes de promotion, etc.
Opinion philosophique, ça c'est assez particulier. C'est un critère qui est plutôt spécifique au domaine de l'enseignement et notamment au domaine universitaire, hein. Il y a eu quelques situations où des enseignants ont été discriminés parce que ils avaient des opinions philosophiques, hein, et pas forcément politiques. Ils défendaient plutôt telle théorie que telle autre, etc. Mais ça les reste marginal. Ça a été en vérité créé, ce critère, à une époque où il y avait le service militaire, hein, puisque vous le savez sûrement pas, il y avait un statut à l'époque, un statut qui s'appelait être objecteur de conscience. Est-ce que certains ou certaines parmi vous savent à quoi correspond ce statut d'objecteur de conscience par rapport au service militaire? Alors, que personne sache, ça ne m'étonne pas, hein, parce que vous êtes toutes et tous très jeunes. L'objecteur de conscience, c'était un statut qui permettait tout simplement. Ouais, j'ai vu que Alicia avait levé la Oui, main. oui, c'est pas enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est quand on refusait de faire le service militaire, non? Voilà, c'est quand on refusait de porter une arme, hein. L'objecteur de conscience, c'était une personne qui, pour des raisons politiques ou religieuses, etc., disait, ben, moi, de toute façon, je refuse ou ma religion m'interdit d'utiliser une arme. Alors, c'était au départ des cas très rares. Par exemple, si vous êtes bouddhiste, des choses comme ça. Et puis, il y avait aussi, notamment après mai 68, un certain nombre de personnes qui revendiquaient le fait de dire, ben, moi, je suis contre la guerre, etc. Et on pouvait demander ce statut d'objecteur de conscience. Alors, c'était un peu compliqué, mais certains l'obtenaient. Et il y a eu un problème, c'est que les caisses de retraite refusaient de tenir compte des trimestres pour les objecteurs de conscience parce qu'ils n'avaient pas officiellement fait l'armée, alors que toutes les autres personnes de leur âge bénéficiaient des trimestres de l'armée. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est désuet, hein, et totalement obsolète, hein. Mais la notion de discrimination pour opinion philosophique, je ne suis pas sûr que le protecteur des droits ait eu beaucoup de situations de ce type-là à traiter par rapport à tout le reste, hein. Mais vous étiez tout à fait dans la vérité, Alicia. Les derniers, situation de famille, hein, typiquement, je ne peux pas refuser une location d'appartement parce que je suis une mère isolée. Alors là, typiquement, euh, sur tout ce qui est accès au logement, le problème numéro un, c'est la charge de la preuve. Puisque la charge de la preuve, elle est à la charge de la personne discriminée. Donc, comment vous allez pouvoir prouver que un bailleur ne vous a pas accordé cet appartement parce que vous êtes mère isolée, etc. Hein, donc c'est la limite aussi d'un certain nombre de critères où il est très difficile de démontrer euh, de manière fiable avec des documents officiels comme quoi on a été discriminé par rapport à telle ou telle personne. Alors, l'apparence physique, typiquement, par rapport au surpoids, hein, il y a eu des problématiques, notamment dans le transport aérien, ou des choses comme ça, où on demandait un surcoût aux personnes obèses. Donc ça, typiquement, c'est interdit, hein. Alors, le critère du non, voilà, donc là, on est typiquement sur la discrimination liée à des stéréotypes et des idées préconçues. Parce que je porte tel ou prénom ou tel nom de famille, eh ben me refuser à l'embauche, ou on va systématiquement écarter mon CV, ou je vais me rendre compte que si je change de nom et que je réponds à une annonce pour un appartement, ben là, je vais pouvoir visiter. Alors que si je garde mon patronyme à consonance étrangère, ben là, j'ai jamais de visite, hein. Et en lien toujours avec l'accès au logement ou à l'emploi, le lieu de résidence.
Donc, on a fait des essais avec, vous avez sûrement entendu parler des CV anonymes ou des choses comme ça. On se rend compte que ça marche pas forcément mieux, hein. Mais là, on est typiquement sur des critères qui sont définis par la loi, mais qui sont malheureusement difficiles à mettre en œuvre. Donc, c'est toujours la limite entre la pratique, la théorie et la pratique, hein. Dans la théorie, on a 25 critères, donc globalement beaucoup de situations où on peut revendiquer le fait d'avoir été victime d'un comportement discriminant, mais dans la réalité des faits, il y a relativement peu de plaintes en tant que telles, et quand on va sur l'aspect plainte, ben, on se rend compte qu'il y a des démarches qui sont très compliquées pour arriver à ces fins. Autre élément qui est intéressant, c'est que on a une différence de perception entre les hommes et les femmes face à l'égalité de traitement, à ces notions de discrimination. Pourquoi? Parce que justement, la discrimination liée au sexe, elle est extrêmement présente encore. Et du coup, le sentiment, le ressenti de discrimination est plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de situations où on est à même d'être discriminé. Et puis aussi, euh, il y a une certaine fausse ou mauvaise fierté masculine, c'est qu'on va moins parler des situations en tant qu'homme où on a été discriminé pour des raisons de fierté, etc., etc., hein. Euh, et l'élément qui est intéressant, c'est que cette enquête qui a été faite à 10 ans d'intervalle, de plus en plus de personnes disent qu'ils ont vécu des situations discriminantes. Et quand on analyse un peu les situations et qu'on discute avec les gens, c'est pas tellement qu'il y a de plus en plus de discrimination, c'est surtout parce qu'on en parle de plus en plus et c'est de plus en plus considéré comme étant, comme certains comportements sont considérés comme étant choquants. Donc des choses qui passaient sans problème et dans lesquelles on trouvait ça presque normal il y a 10 ans ou 15 ans, aujourd'hui sont considérées comme des choses choquantes en tant que telles, hein. Donc on a aussi l'impact d'un certain nombre de mouvements comme hashtag MeToo, etc., notamment sur le sexisme et le consentement, qui ont réveillé un certain nombre, heureusement, de prises de conscience et qui ont aussi euh, générer beaucoup plus de liberté de parole par rapport à des situations dont on, on n'osait même pas parler parce que quelqu'un qui n'avait pas un logement il y a 10 ans par rapport à son lieu de résidence ou la consonance de son nom ou de son prénom, ben on n'en parlait pas parce que c'était tellement commun ou courant que je dis pas que ça passait comme une lettre à la poste, mais on disait bon bah c'est comme ça malheureusement, etc. Alors qu'aujourd'hui, euh, on en parle et on essaye de mettre en place euh, un certain nombre de procédures pour essayer de limiter justement ce type de situation. Hop, si je n'appuie pas au bon endroit, voilà, hein. Alors, connaître les critères, c'est une chose. Savoir comment agir, c'est quand même aussi extrêmement intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités de faire justement valoir ses droits. Euh, Depuis plusieurs années, les différents gouvernements ont mis en place un certain nombre d'outils, hein. Donc c'est là aussi où le digital, heureusement, a quand même aussi des côtés positifs. Et vous avez une institution que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle le Défenseur des droits, hein. Donc c'est un organisme totalement indépendant, hein, auquel vous pouvez vous adresser. Et maintenant, le défenseur des droits a des adresses dédiées en fonction des typologies de problèmes que vous allez rencontrer, hein. Il y a une adresse pour la cyberviolence, il y a une adresse pour les violences sexistes et il y a une adresse pour la discrimination. L'intérêt de ces adresses, c'est que on n'est pas forcément dans une logique du tout
de dépôt de plainte, etc. On peut s'adresser à des interlocuteurs qui vont nous expliquer nos droits ou qui vont vous conseiller dans le cadre d'une situation, ou on peut tout simplement échanger avec des personnes qui vont être des cellules d'écoute et qui vont vous permettre déjà, entre parenthèses, expression de vieux, de vider son sac et de pouvoir expliquer sa situation. Donc, on a des numéros d'appel gratuits, on a site internet, des adresses mail dédiées, etc., etc. Donc, beaucoup de moyens de signaler une situation. Et je peux la signaler en tant que victime, mais je peux aussi la signaler en tant que témoin. Imaginez que vous êtes à un service RH et que vous vous rendez compte que systématiquement, les CV des noms de personnes avec connotation d'origine étrangère sont systématiquement écartés de la sélection. Vous pouvez faire un signalement auprès du défenseur des droits en disant, voilà, je vous signale que mon entreprise a un comportement discriminant, notamment en termes de recrutement. Et sur la base d'un certain nombre d'éléments, le défenseur des droits pourra demander à l'inspection du travail de venir faire une enquête sur place, de vérifier un certain nombre de statistiques, etc., etc. Donc il y a des outils et des moyens qui existent. Donc bien sûr, service gratuit et totalement confidentiel. Donc là, vous avez les différents canaux, il y a un chat en ligne, etc. Il y a une version, bien sûr, pour les sourds et les malentendants, pour éviter les discriminations de ce type-là. Comme nul n'est censé ignorer la loi, quand on parle de discrimination, ça peut être du pénal ou du civil. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un délai de recours qui est relativement long. Typiquement, demain, vous êtes embauché dans une entreprise et vous vous êtes rendu compte que systématiquement, votre collègue qui a le même poste que vous, la même formation, la même fiche de poste, etc., est systématiquement augmenté beaucoup plus que vous. Vous avez tout à fait le droit de recueillir tranquillement toutes les preuves, des mails, de faire des photocopies de documents, ça vous avez le droit. Et alors, peut-être d'attendre d'avoir changé d'entreprise ou de choses comme ça, mais vous avez 5 ans par rapport après la date des faits pour entamer une procédure si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est bon à savoir. On n'est pas sur une logique de dire, ben voilà, je pense que j'ai été victime d'une situation discriminante et de dire, ah mince, j'ai 3 jours pour m'en occuper, etc. Non, le délai d'action, il est de 5 ans. Et je peux donc, j'ai 5 ans pour porter plainte. Donc, je peux porter plainte auprès de différentes instances juridiques, procureur, commissariat de police, gendarmerie, tribunal correctionnel, etc. Et lorsque on va devant les tribunaux au pénal, si la discrimination est avérée, donc là il manque un espace, vous êtes passible de 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Alors, comme d'habitude, c'est les peines maximum. L'emprisonnement, il est très rare. Par contre, les amendes sont de plus en plus significatives. Donc voilà, en un peu moins de 30 minutes, un tour d'horizon sur la partie discrimination. Est-ce que certains ou certaines ont quelques questions avant que je passe à la deuxième partie par rapport à ça? Est-ce que vous avez appris des choses pour ceux qui sont encore là? Alors, on va passer à la deuxième partie Oui, merci. qui est dédiée à ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Alors, pourquoi sexisme ordinaire? C'est une notion qui est intéressante à aborder parce que très souvent, on a en tête plutôt les VSS, les violences sexistes et sexuelles, et on connaît mal
ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, qui est lié plutôt à une succession de comportements au quotidien. Là, typiquement, hein, deux petites illustrations. Je pense que certains ou certaines ont déjà connu des situations de ce type-là, même si vous êtes très jeune. Hein, celle de droite, une femme qui rentre dans un bureau et là, la réaction des deux hommes, bon, même si c'est une caricature, hein, vous cherchez quoi, ma cocotte? Mon bureau, je suis le nouveau PDG. Et là, pareil, hein, bonjour, monsieur le PDG. Non, non, le PDG, c'est pas moi. Lui, non, ça, c'est mon secrétaire, etc. Hein. Donc, le sexisme, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une notion relativement récente. Alors là, vous êtes tous très jeunes, donc quand je vous parle de 1965, pour vous, c'est déjà plutôt, je pense, l'âge de naissance de vos grands-parents, presque. Hein. Mais ce terme a été inventé aux États-Unis au milieu des années 60. C'est une conférencière qui a inventé ce terme dans le cadre d'une conférence qu'elle a fait dans un campus en Pennsylvanie. Et ce campus était une université réservée aux hommes et où l'ensemble des corps enseignants était composé uniquement d'hommes. Et elle a théorisé la théorie rattachée à la condition masculine et au fait que la société était ultra machiste, etc., etc. Donc ça reste relativement récent. Hein, et globalement, ce terme a mis pas mal de temps à rentrer dans le langage commun, et elle avait créé ce terme sexisme pour faire l'analogie et frapper les gens en faisant l'analogie par rapport au terme racisme. Hein, et de dire, ne vous l'aurez pas, certains comportements sont aussi stigmatisants envers les femmes que des comportements que vous pouvez avoir, en plus c'était aux États-Unis dans les années 60, que vous pouvez avoir vis-à-vis notamment des Noirs, etc. Donc, ce qui vous choque aujourd'hui vis-à-vis des Noirs ne vous choque pas vis-à-vis des femmes, et il serait temps de vous réveiller et de vous rendre compte que vous avez des réflexions et des modes, des comportements qui sont aujourd'hui clairement en défaveur des femmes, d'où le fait qu'elle a créé ce terme en tant que tel, hein, dans un bouquin qui est resté célèbre, hein, qui s'appelle Le sexisme, les mots pour le dire, qui est devenu le texte fondateur, notamment, de beaucoup de tendances féministes, où elle a été la première à théoriser justement ce qu'est le sexisme, hein, sur les notions de machisme, vous voyez, de misogynie, les notions de plafond de verre, le patriarcat, la notion de seigneur et maître, hein, le fait que pendant des centaines d'années, notamment en termes d'héritage ou de possession, eh ben, c'était le garçon qui héritait des biens et non pas la fille, etc., etc. Euh, euh, les mariages forcés qui étaient décidés avant tout entre hommes, etc., etc. Donc elle a mis en avant tous les éléments culturels ou sociaux qui démontraient tout simplement que la société s'était construite sur un déséquilibre entre l'homme et la femme. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, on a l'impression que ça date. Je dis que c'est une réflexion qui est très ancienne. Non, la première personne qui a parlé de sexisme, c'était il y a tout juste 60 ans. Hein. Donc, à l'échelle d'une société, c'est rien du tout. Donc, petit à petit, on est allé vers une définition de ce terme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le terme sexisme est rentré dans le dictionnaire, d'abord le dictionnaire américain, pour la première fois en 1972. Hein. Donc vous voyez que c'est un terme quand même qui est relativement récent,
dans l'approche. Aujourd'hui, on définit 3 grands types de sexisme. Le sexisme hostile, donc là, on est sur les VSS. Le sexisme bienveillant, donc là, c'est ce qu'on peut appeler des fois de la galanterie, hein, où on ne se rend pas compte que, au final, la galanterie peut être assimilée à du sexisme ordinaire, hein, et le sexisme ordinaire en tant que tel. Donc je reviens rapidement sur les définitions. Le sexisme hostile, c'est vraiment des propos ouvertement méprisants sur les femmes ou sur les hommes d'ailleurs, hein, avec un objectif. Quand on parle de sexisme hostile, c'est parce qu'on a des réflexions comme objectif de nuire ou de rabaisser la personne, hein. Voilà, les femmes ne sont pas faites pour le pouvoir, par exemple, ou les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Mais globalement, on se rend compte que 90% des expressions sexistes sont en défaveur des femmes et non pas des hommes. On voit encore que beaucoup de pays ont du mal à élire un président, une présidente en l'occurrence, hein, et que quand ça arrive, ou même, regardez, ne serait-ce qu'en France, quand on a une Premier ministre, ça fait les grands titres des journaux, et au final, depuis qu'on est en République, on a dû avoir 2 Premiers ministres femmes. Donc, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Donc, là, on est vraiment sur une notion de sexisme hostile, où on est sur une logique de dégradation ou de nuisance. Le sexisme bienveillant, lui, il est issu d'une logique de protection, de dire la femme est un être faible, donc on doit la protéger, où elle doit rester ne pas faire d'efforts, etc., rester belle, donc on va lui ouvrir la porte parce que c'est difficile d'ouvrir une porte, on va l'aider à monter dans une voiture parce que, à l'époque c'était dans une calèche, hein, parce qu'elle ne sera pas capable de monter toute seule, etc. Donc heureusement, cette logique de sexisme bienveillant a eu tendance petit à petit à disparaître, mais elle a plutôt été remplacée petit à petit. On est passé sur des formes de chevalerie en disant ben, la femme est un être faible et inférieur, donc elle a besoin de la protection de l'homme, hein. Donc là, on est typiquement sur des stéréotypes de l'homme fort et protecteur qui engendrent un certain nombre de comportements qui sont aujourd'hui de moins en moins acceptés en tant que tels. Et on arrive au sexisme ordinaire, qui est lui encore très présent dans la société, où là, on est sur des logiques de gestes ou de comportements ou de réflexion ou d'attitudes qui ont tendance à se banaliser, mais qui vont tout simplement impacter la personne de par la répétition, où on va se sentir infériorisé ou en partie remise en cause en termes de compétences. Donc typiquement, on va dire, bah non, cette réunion, on va pas le faire le mercredi après-midi parce qu'il va encore y avoir la moitié des collaboratrices qui seront absentes, hein, parce que bien sûr, le mercredi après-midi, elles bossent pas. Ou d'employer des terminologies qu'on n'utiliserait pas pour un homme, où on va dire, tiens, ma belle, tu penseras bien demain à me ramener tel rapport, etc. Alors que vous n'allez pas dire à un collègue, eh ben, mon beau, tu penseras à faire ça, hein. On va pas dire à un collègue, tiens, mon mignon, demain, tu te souviens qu'on a réunion chez un tel, etc., etc. Donc, c'est toute une série de petites réflexions qui vont être aujourd'hui sur des logiques discriminantes en tant que telles vis-à-vis d'une expression aujourd'hui qui est devenue totalement ringarde, de la logique du sexe faible, hein. Donc là où on revient sur cette logique de l'homme dominant, l'homme fort, etc. Comme cette thématique est de plus en plus présente aujourd'hui dans les esprits, tous les 2 ans, il y a un rapport annuel qui sort sur l'état du sexisme en France et qui est de plus en plus maintenant
traitées par secteur d'activité et grand domaine économique. Alors, je ne vais pas vous le détailler, hein, vous voyez qu'il fait 80 pages, mais pour ceux ou celles que ça intéresse, il est en accès libre et je vous montrerai où vous pouvez le trouver. Hein. Les chiffres sont quand même assez préoccupants. 88% des Françaises considèrent que les Français et Françaises considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux en pratique. Donc ça reste une tendance de fond, de dire, bah oui, l'homme euh, est supérieur à la femme dans plein de domaines, dans le domaine de la force, de ceci, de cela. Hein. 78% des Françaises disent avoir vécu personnellement un acte sexiste ou ont été destinataires de propos sexistes. Donc c'est quand même énorme, hein. C'est les trois quarts de la population. Hein. Et 80% de la population considère que les lois et sanctions existantes sont insuffisantes ou surtout mal appliquées. C'est-à-dire que ça revient un peu à ce que je disais avant, il y a un arsenal juridique tout à fait significatif, sauf qu'il est très difficile à mettre en œuvre. Hein. Donc ça reste quand même pour moi le problème de fond. Là encore, le seul moyen de lutter, en tout cas un des moyens de lutter, c'est pas le seul, hein, c'est tout simplement de taper fort. Donc sur tout ce qui est agissement, notamment harcèlement sexuel, etc., les lois sont assez euh, précises. Hein. Donc ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc là encore, l'emprisonnement est relativement rare, mais les amendes sont de plus en plus élevées. Et puis, il y a des lois professionnelles qui ont été mises en place avec des référents élus du personnel qui sont à même de dénoncer des comportements. Hein. Là, on ne parle pas de gestes déplacés et de VSS. Hein. On parle de propos ou de comportements à connotation sexuelle. C'est-à-dire que je peux porter plainte parce qu'une personne de mon bureau, systématiquement, me raconte des blagues à caractère sexuel, etc., etc. Et là, on est typiquement sur des agissements qui peuvent faire l'objet de dépôt de plainte avec derrière, ça peut aller. Donc, d'abord le code du travail hein, et ensuite jusqu'au pénal. Pour, pour finir, il y a une étude qui est sortie l'année dernière et que je vous conseille à l'occasion de regarder. Hein, c'est une étude spécifique sur le sexisme dans l'enseignement supérieur. Et cette étude, qui est faite par un organisme indépendant, elle est assez violente quand on regarde dans les détails. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans l'enseignement supérieur qu'il n'y a pas de comportement sexiste. On aurait tendance à croire que plus les personnes montent en compétences, plus le niveau intellectuel est élevé, moins il y a de comportements sexistes. Et ben, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Hein. Donc ce rapport est assez intéressant. Hein. Il y a eu plusieurs milliers de personnes, étudiants interrogés. Hein, et au total, il y a 6 étudiantes sur 10 qui déclarent avoir été victimes ou témoins d'au moins une des 12 violences citées dans le rapport. Et il y a un quart des étudiants et étudiantes qui déclarent avoir été victimes d'au moins un fait de violence sexiste, sexuelle ou LGBTQIA+, phobe, pendant leur scolarité hein, dans l'enseignement supérieur. Donc on est sur des chiffres assez élevés. Hein. Alors, je vous laisserai regarder les détails, hein, mais une étudiante ou étudiante sur 10 a été victime d'agressions sexuelles en école de commerce. Hein. Donc, on est quand même sur des choses assez violentes. Et un étudiant ou étudiante sur 20 déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel. Hein. Donc, par rapport à tout ça, du coup, pratiquement toutes les écoles aujourd'hui ont mis en place des cellules d'écoute et des adresses de signalement. Hein. Et c'est devenu maintenant quasiment une obligation par rapport à ça. Hein. Et pour finir, quelques petits rappels.
la loi, elle est assez précise, hein. Ce qui peut être considéré par certains ou certaines juste une blague, juste un geste, juste de la drague ou juste une remarque, pour la loi, c'est juste un délit, hein. Donc, euh, tout n'est pas permis, et c'est là où on rejoint la notion de consentement, hein. Vous avez sûrement, alors peut-être que vous n'avez pas encore vu ces affiches, mais tous les ans, on fait une campagne dans tous nos campus et pour toutes nos écoles sur le consentement, hein, avec notre ministère de tutelle, puisque on est vraiment sur des comportements qui sont pas toujours bien compris ou bien maîtrisés, hein. Donc, il est important de savoir quand même quelle est aujourd'hui, quelles sont les attentes de la société et quelles sont les lois, hein. Euh, Là, on parle de harcèlement ou d'agression. On ne parle pas forcément de viol en tant que tel, hein. On est sur des notions d'attouchement, de baiser forcé, etc., hein. Les amendes ou le pénal, c'est 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 75 000 euros d'amende. Il peut y avoir des circonstances aggravantes si la personne a mis l'heure, etc., etc. Et euh, ces lois vont être de plus en plus précises sur les situations, hein. Je reviens sur le harcèlement. Là, on est sur des propos ou des comportements, hein. Donc, l'objectif aujourd'hui, quand même, c'est de savoir que certaines choses qui étaient, on va dire, acceptées il y a encore quelques années, heureusement, ne sont plus acceptables aujourd'hui, hein. Donc, cette logique de consentement, je pense que vous en entendez parler en long, en large et en travers, et heureusement, ces derniers temps, avec le procès d'Avignon, hein, il y a une vraie réflexion sur l'évolution de la loi, sur ces logiques de consentement, notamment par rapport à la loi espagnole, qui est beaucoup plus précise sur ces notions-là, euh, et qui a été mis en place il y a déjà quelques années. Là encore, du coup, par rapport à ces situations, il y a un plan global qui a été mis en place, hein, le plan 21-25, qui oblige les établissements d'enseignement supérieur à mettre en place des cellules d'écoute, adresses anonymes de signalement, et des choses qu'on a d'ailleurs mis en place pour toutes nos écoles, hein. Et là, pareil, un site dédié, hein, qui dépend aussi du défenseur des droits, hein, sur justement différentes notions. J'ai besoin d'aide, je suis témoin ou je suis un professionnel et je souhaite dénoncer une situation en fonction des cas. Et pour finir, là, ce sont les 4 adresses de signalement qui existent au niveau de l'école, hein, et qui n'arrivent pas d'ailleurs, c'est important à savoir, ces adresses sont anonymisées et elles n'arrivent pas au niveau de vos campus. Je suis le seul habilité à accéder à ces adresses, hein, ce qui garantit justement euh, une certaine protection pour la personne qui signale une situation ou qui est victime d'une situation, et qu'elle ne le signale pas à son campus en tant que tel ou à son équipe pédagogique, hein, ce qui pourrait générer déjà une gêne auprès de la personne et puis des fois un risque de frein ou de pas forcément aller jusqu'au bout de la démarche, hein. Aujourd'hui, je suis le seul à avoir accès à ces adresses. Donc voilà globalement ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et ces notions-là, elles sont relayées par toutes les écoles, et notamment, si demain vous faites de l'alternance, toutes les entreprises qui accueillent des alternants reçoivent une brochure pour chacune des écoles avec nos engagements en termes d'inclusion. On explique quels sont nos engagements en termes d'accueil des apprenants en situation de handicap, où on explique notre positionnement par rapport à la cyberviolence, on explique comment nous sommes organisés, etc., etc. Et je finirai sur cette phrase, hein, agir, dénoncer, signaler, former, accompagner, c'est déjà faire avancer les mentalités. Et là, voyez-vous la précision du discours, puisque globalement, je pense, à 1 minute près, exactement à 1 heure. Pour ceux et celles qui sont encore là, est-ce que vous avez des questions?
des remarques. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais deux petites questions. Ouais. Est-ce que vous savez à peu près quels secteurs professionnels, on va dire, sont les plus touchés par le sexisme hostile? Oui. Alors, oui, c'est un peu court comme réponse. Non, les secteurs aujourd'hui qui sont le plus touchés par le sexisme, notamment, c'est les professions médicales. Ok. Hein. Après, il y a certaines professions où historiquement, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup plus excusez-moi, d'hommes que de femmes, comme dans l'armée, dans la police, où là, les comportements machistes sont plutôt très présents. Mais tout le secteur de la santé souffre encore on va dire, d'un historique lourd avec les salles de garde, les blagues sexistes, les soirées d'intégration, etc., etc. Euh, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Moi, je suis pas tout jeune, hein. J'ai fait toutes mes études, moi, à l'université. Je suis sorti de l'université en 84, je crois, ouais, 84-85. Et quand j'étais à l'université, pour vous dire, quand on allait en soirée, on disait, bah allez, on va aller à la soirée de l'école d'infirmière, parce qu'on savait que globalement, je dis pas que tout était permis, mais c'était un peu ça, quoi. Hein. Euh, donc il y a encore des professions où les comportements machistes ou sexistes sont encore malheureusement très présents. D'accord, merci. Et du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez